Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. C'est le rendez-vous emploi RH tous les jours en direct du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous, bien entendu. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Avec bien dans son job aujourd'hui, on va s'intéresser à l'après-crise Covid. On n'en est pas encore tout à fait sorti. Et on va s'intéresser à la Big Pharma. Ils ont été aux avant-postes. Évidemment, plus que jamais, c'est un secteur qui doit peut-être revoir sa raison d'être. On en parle à l'occasion de la sortie d'un livre, Industrie pharmaceutique, lors du choix, édition L'Observatoire. Son auteur est avec nous sur le plateau. Smart et réglo, l'accident du travail suite à un entretien préalable de licenciement. C'est un point de droit extrêmement précis qu'on développera dans quelques instants avec un expert, avec un avocat. La pause café avec Fanny Griesmer, évidemment, la charge mentale, pas celle que l'on vit dans notre vie quotidienne, mais la charge mentale professionnelle, moment où on est un peu dépassé par les événements. On fera le point avec Fanny Griesmer dans quelques instants. Le cercle RH, le débat quotidien, quelle place donner à la différence dans l'entreprise, comment reconnaître des personnes qui ont un cerveau différent d'une autre, on les appelle les profils neuroatypiques, eh bien ils peuvent être un atout pour l'entreprise, ils ne pensent pas comme nous, c'est un plus. On fera le point avec des auteurs et des experts de ce sujet. Puis fenêtre sur l'emploi, comment faire marcher et matcher l'offre et la demande, c'est un sujet recrutement, vous l'aurez compris, on en parle avec le fondateur de Eri Novo, le fondateur de cette entreprise. Voilà le programme aujourd'hui de Smart Job, tout de suite bien dans son job, focus sur la Big Pharma. Bien dans son job, bien dans son industrie pharmaceutique, pour essayer de faire un lien avec notre rubrique, on parle de la raison d'être de la Big Pharma. On en a plus que jamais parlé pendant cette année de Covid. On en parle avec Nathalie Jiménez. Bonjour Nathalie. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Vous étiez déjà venu sur notre plateau il y a quelques mois, je crois au tout début de Bismart. Vous êtes membre du conseil scientifique d'entreprise et progrès. On va voir pourquoi vous êtes membre de ce conseil scientifique. Présidente, fondatrice de BeConcern et auteur d'un livre très remarqué, Industrie pharmaceutique lors du choix, plaidoyer pour un modèle plus égalitaire et plus écologique, édition L'Observatoire. Je précise que vous êtes issu de l'industrie pharmaceutique et que vous avez, pendant votre période professionnelle, rédigé une thèse autour de la RSE, la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises dans la pharmacie. C'est un livre extrêmement documenté, extrêmement travaillé. Vous continuez d'ailleurs dans votre vie professionnelle à les accompagner, ces entreprises. Quel est l'esprit de ce livre? Qu'est-ce que vous leur dites à ces Big Pharma? Changer de modèle? C'est un peu ça. L'idée, c'est... Merci d'abord pour votre invitation. C'est un plaisir. Oui, c'est un peu ça l'idée. C'est de se dire, on ne peut pas... Regardez, tous les débats autour de la raison d'être, qui s'inscrivent dans la dynamique de la loi Pacte, c'est de rediscuter du rôle des entreprises dans la société. Alors on pourrait se dire finalement que celui du rôle d'une industrie pharmaceutique, il n'est pas très discutable. Et finalement, il faut le rediscuter au prisme, à l'aune des nouveaux défis sociaux, sanitaires et écologiques auxquels nous sommes confrontés. Vous parlez de la vertu, oui. Vous parlez d'engagement écologique. Oui. Est-ce que tout cela n'existe pas et est à construire? On a eu une crise Covid où on a beaucoup parlé de laboratoires qui se faisaient des guerres terribles, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, qui étaient d'ailleurs derrière, souvenez-vous, et vous étiez dedans, des guerres entre États. Oui, oui, tout à fait. C'est sérieux. C'est toute la complexité de cette industrie. C'est ce que j'ai voulu essayer de démontrer dans cette industrie, c'est qu'en fait, quand on rediscute de sa raison d'être et de son rôle, il est indissociable du rôle des États. Puisque, évidemment, les États sont à la fois ceux qui vont être les payeurs, mais c'est ceux aussi qui vont lui permettre, finalement, de limiter ces risques s'ils investissent dans la recherche. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Trump, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, s'il y a des vaccins, c'est quand même un peu grâce à l'investissement massif de l'État américain dans la recherche qui a partagé les risques avec l'industrie pharmaceutique. On est une émission qui traite de l'emploi. Oui. C'est un pourvoyeur d'emplois important, la Big Pharma. Ils ont des sites de production, des sites R&D. Je pense à Sanofi. Oui. C'est un peu sévère le procès qu'on leur fait, qu'on leur a fait. Oui, je pense que oui. C'est une industrie c'est une entreprise aujourd'hui qui est quand même très ancrée sur le territoire français, qui a de la production, qui a de la recherche, qui n'a pas désinvesti son rôle de producteur, comme certains laboratoires l'ont fait, qui sont rentrés plutôt dans un rôle d'investisseur, plus que dans un rôle de chercheur et de... Vous dites que Sanofi a gardé, oui. a encore des sites de production. Il a de la production, donc le procès est un peu sévère. Ensuite, vous savez, la recherche, oui, c'est un petit peu aussi le hasard quand on trouve. Elle a une recherche solide. Je crois qu'on peut toujours dire que l'État aurait pu davantage soutenir Sanofi. On peut toujours rester dans ce genre de choses, mais il n'empêche que Sanofi, aujourd'hui, le procès qui lui est fait est un peu sévère. Et
voilà, on a bientôt son vaccin va sortir et c'est tant mieux et il faut l'encourager. Alors, c'est une industrie qui est capitalistique, Oui. il faut beaucoup investir. C'est une industrie qui suscite beaucoup de polémiques dans sa gouvernance, dans le choix des investisseurs. Et puis, à la page 91, vous parlez de ce débat récurrent de la rémunération des grands patrons. Parce que c'est une industrie qui génère beaucoup de cash, qui gagne beaucoup d'argent. Oui. Est-ce que ce modèle-là, vous le remettez aussi en question? Cet écart parfois faramineux entre le salaire d'un très grand patron d'une Big Pharma et le plus bas salaire de l'entreprise? Alors, si on prend le sujet des gros salaires, ça ne concerne pas que l'industrie pharma, mais ça prend une tournure toute particulière dans cette industrie au regard des prix faramineux parfois qui sont demandés aujourd'hui, notamment sur les anticancéreux ou les nouvelles thérapies géniques. Donc, en fait, c'est un peu ça. 25,3 millions de dollars par an, par exemple, pour le patron de Johnson & Johnson. Salaire médian dans les organisations, 76 000. Donc, voilà. 25 millions, 76 000. Voilà, c'est ce qu'on peut lire dans les rapports, puisque, comme vous le savez, c'est une obligation de publication. Oui. Mais voilà, donc c'est discutable. Après, est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème Évidemment que non. Évidemment que ces mesures-là, c'est un sujet de gouvernance. Si on considère que cette industrie, elle doit se mettre au service de la santé publique. Et c'est ça, en fait, l'idée de son rôle. C'est quel rôle elle doit jouer, qu'elle joue aujourd'hui et qu'elle peut jouer beaucoup, on va dire de manière beaucoup plus forte demain, en intégrant les nouveaux défis sanitaires, écologiques auxquels nous nous sommes confrontés. Vous dites finalement qu'il faut passer d'une économie de la vente de médicaments à une économie, je dirais, plus servicielle, où on vend quelque chose d'autre que le médicament. Et ce qui viendrait finalement tuer toutes ces guerres de brevets entre les États-Unis et l'Europe en particulier. Tout à fait. En fait, ce qu'on montre, c'est que l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, elle a une très bonne RSE. Si vous voulez. Elle répond à ses exigences, elle se saisit de sujets sociaux, écologiques sur sa chaîne de valeur, dans la recherche éthique, etc. Il y a plein d'actions qui sont mises en place. Mais on voit bien que cette RSE ne transforme pas le modèle économique et les enjeux de gouvernance tels qu'on les a parlé. Et en fait, pour faire ça, il faut des décisions de gouvernance et décider de dire que, évidemment, on va sortir de ce modèle de consommation du médicament, c'est-à-dire un modèle assez classique où finalement l'innovation, voilà, c'est... Elle doit être rentabilisée par une vente lourde de médicaments. Exactement, on va agir sur du volume, on va agir sur du prix, et passer à une économie dite de fonctionnalité, comme vous le dites, et beaucoup plus coopérative, public-privé, qui va prendre en charge une économie qui va, si vous voulez, s'occuper de toute la filière, dès le départ de la R&D jusqu'au bout, parce qu'on va chercher la finalité. On passe d'un modèle économique où on va vendre des médicaments à un modèle économique où on va vendre des solutions de santé. Et vendre des solutions, c'est vendre de l'usage. Vendre de l'usage, est-ce que ça a une incidence? Est-ce que cette crise Covid a une incidence positive sur le marché de l'emploi? Parce que c'est vrai qu'on a vu ces laboratoires qui ont été en première ligne. J'ai même le sentiment que sur certains sites, ils ont travaillé jour et nuit pour pouvoir produire. Il y avait des sous-traitants, beaucoup de sous-traitants. Est-ce que c'est un secteur dynamique en matière de création d'emplois? Oui, bien sûr, c'est évident. C'est un secteur, de toute façon, l'économie de la vie, on pourrait dire. Oui. C'est évident que c'est dynamique. Vous avez pointé du doigt sur les façonniers, qui sont peu connus dans cette chaîne de valeur. Jamais, et pourtant, ils ont un rôle essentiel. Et là, si vous voulez, les niveaux de marge des façonniers par rapport au niveau de marge des big pharma, si vous voulez, là aussi, ça serait un sujet important. Et pourtant, ils sont logés à la même enseigne que les big pharma, avec des niveaux de réglementation majeurs. Et c'est eux qui sont quand même responsables de la fabrication des emballages. Ils sont en première ligne. Et c'est vrai qu'on en parle peu. Et c'est un travail exceptionnel qu'ils font. Vous le dites avec beaucoup de douceur. Vous dites que les marges que font les big pharma en bout de chaîne, lorsqu'ils vendent le médicament, ne sont pas les mêmes que les façonniers qui se font une petite marge, parce qu'on visse, on gagne aussi sur les façonniers. Évidemment. Donc ça, il suffit de discuter avec certains d'entre eux pour pouvoir s'en rendre compte. C'est pour ça qu'en fait, une économie de coopération permettra de remettre en fait une redistribution de la valeur sur toute la filière. Et donc, ça veut dire qu'on pense autrement. On ne va pas sur un modèle qui va chercher un produit, une recherche sur un produit. On va sur un modèle où on va tous ensemble répondre et apporter une solution de santé. Et dès lors qu'on change ce mindset-là, vous voyez qu'en fait, il y a un système de rétribution, de redistribution de la valeur qui peut être réinventé. Mais quand vous les rencontrez avec la casquette de Be Concerned, mais aussi avec l'image de celle qui a écrit cette thèse, qui vient de l'industrie pharmaceutique, vous parlez le même langage, comment réagissent ceux que vous rencontrez, les dirigeants de ces entreprises, qui sont souvent des très grosses entreprises internationales, réceptifs ou pas? Où ils disent, mais après tout, notre modèle fonctionne très bien, il génère du cash, on paye bien nos actionnaires.
Pourquoi changer de modèle? Mais parce qu'en fait, ils sont conscients quand même de l'enjeu réputationnel dans lequel ils sont. C'est l'image. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que, globalement, aujourd'hui, le modèle est à risque parce que vous croyez quand même qu'on peut continuer à arriver avec des niveaux de demande de prix aussi élevés qu'on peut avoir sur les thérapies géniques qui sont assez hallucinants, exorbitants, sous prétexte qu'on créera, et c'est vrai, des économies de santé à terme, mais il n'empêche que ça pose quand même problème en termes de rentabilité et surtout dans des systèmes de santé post-Covid qui vont quand même, on va dire, voilà, les pouvoirs publics quand même sont quand même fragilisés, il faut le dire. Donc il y a quand même à l'intérieur de ces gouvernants, je ne parle pas des actionnaires, mais au moins de la gouvernance, l'idée qu'il faut se transformer, développement durable, gaz à effet de serre, gaspillage, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage. Il y a cette idée, mais ce n'est pas si simple en fait de faire changer de modèle. Ah ben non, c'est très compliqué parce que du coup, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer assez simplement, j'ai essayé du moins, c'est que si la pharma change, les États doivent changer aussi. Vous savez, c'est comme dans un couple. Hein. Si l'un change, l'autre change. Ça a une incidence sur l'autre. Et qui entraîne l'un l'autre, vous voyez, c'est en fait, il faut s'accorder sur la préservation du bien commun. Et toute la raison d'être et tout le débat de la loi Pacte, c'est tout ça. Quand on dit toujours qu'il faut préserver les biens communs, c'est pas la pharma qui le fera seul, c'est pas l'État qui le fera seul, et c'est pas les actionnaires qui le feront seul. Donc c'est tout un ensemble d'acteurs. Et je parle de la finance durable, on en avait parlé sur ce plateau. Exact. Et évidemment, si on continue à imposer des rendements du capital à 20% sur ces entreprises, ça va être compliqué. Donc il faut que l'actionnaire repense aussi le modèle. Exactement. Comme les États, qu'il faut qu'ils arrêtent d'être dans un rôle de contrôleur, d'acheteurs, qui se mettent dans un rôle avec une casquette plutôt d'entrepreneur et d'investisseur, et qu'on partage les risques de manière plus tôt. Et si on partage les risques, on partagera les succès, et on se met dans une logique de résolution de solutions. Donc c'est la Haute Autorité de Santé qu'il faut convaincre aussi, et les acteurs, de tous les acteurs institutionnels qui tournent autour du ministère de la Santé pour les convaincre qu'il faut aussi accompagner ce changement. Mais vous savez, l'ADEME porte ces nouveaux modèles. Vous le citez d'ailleurs, hein, vous citez l'ADEME. C'est vraiment dans la logique des travaux de l'ADEME, et voilà, il y a beaucoup d'exemples. Michelin l'a fait sur ces pneus, comme vous le savez, et ils ont révolutionné une certaine partie de leur business model. Livre à découvrir, ça a représenté, j'allais dire, des années de travail, parce que c'est tout le fruit de votre expérience. Voilà. C'est le fruit d'une carrière professionnelle autour de ces questions. On parle trop rarement de cette manière de l'industrie pharmaceutique. L'heure du choix, plaidoyer pour un modèle plus égalitaire et plus écologique. Édition L'Observatoire, écrit par Nathalie Jiménez, qui est elle-même à la tête d'une société qui s'appelle Be Concerned. Elle donne des conseils justement à ces grandes entreprises pharmaceutiques. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup, longue vie à votre ouvrage. La suite de notre programme, c'est le droit par les entreprises pharmaceutiques. Ils sont confrontés, comme toutes les autres. On va s'intéresser aux accidents du travail suite à un entretien préalable lié à un licenciement. Et on en parle tout de suite. C'est Smart et Réglo. Smart et Réglo. On parle aujourd'hui de l'accident du travail suite à un entretien préalable à un licenciement, et nous accueillons pour son premier passage d'ailleurs dans la rubrique Smart et Réglo Amélie Engeldinger. Je pense l'avoir bien dit. Oui. Je l'ai bien dit ? Oui. D'une fois, vous avez vu une traite. Avocate en droit social au cabinet PDGB. D'abord, juste une question Amélie. Pourquoi avoir choisi ce point précis de droit? Parce que c'est un point dont, objectivement, j'irais dans les chaînes mainstream, on parle peu. Oui, effectivement. Pourquoi ce sujet? Parce que c'est un sujet, j'ai envie de dire, un peu d'actualité. C'est-à-dire qu'on a vu ces dernières années l'émergence finalement des risques psychosociaux. On entend beaucoup parler, mais on parle très peu des chocs psychosociaux suite à un entretien préalable ou suite à des entretiens professionnels où les salariés derrière vont déclarer un accident du travail suite justement à ces réunions. Alors, que dit le droit exactement concernant cette règle? Pour le dire simplement, un accident du travail, la règle définie, c'est sur son lieu de travail, et c'est lorsqu'on se déplace sur son lieu de travail, on est d'accord avec ça? Effectivement, en fait, l'accident du travail, c'est une lésion qui va apparaître soudainement au temps et au lieu de travail sous l'autorité de l'employeur. Et c'est important, ces deux notions, au temps et au lieu de travail, puisque en fait derrière, on va retrouver cette notion de présomption d'imputabilité, c'est-à-dire que le salarié va simplement déclarer l'accident du travail et ça va être reconnu par la CPAM à partir du moment où c'est au temps
et au lieu de travail. Donc ça, c'est le contexte de l'accident du travail. Et il s'avère que, rentrons dans un cas pratique, ce salarié, pour des raisons X et Y, l'entreprise a décidé de s'en séparer. Cette personne va avoir... Alors d'abord, est-ce que c'est fréquent ce type de situation où viennent se heurter une situation d'accident du travail et d'entretien préalable de licenciement? De plus en plus. De plus en plus, on voit se développer ce type de problématique pour les employeurs, c'est-à-dire qu'on va avoir un salarié qui a eu plusieurs manquements, qu'on reproche plusieurs manquements dans l'exercice de ses fonctions. On va le convoquer puisque lorsqu'on va mettre en place une procédure de licenciement, il y a une obligation pour l'employeur de mettre en place un entretien exactement préalable. Et derrière, eh bien, l'entretien préalable va se réaliser en présence du salarié. Oui. Et d'un délégué ou d'un représentant du CSE, j'imagine. Effectivement, il y a la possibilité pour le salarié d'être accompagné, de la même manière que pour l'employeur a possibilité d'être également accompagné. Et derrière, eh bien, le salarié va sortir de cet entretien en disant bah voilà, je suis dans une situation d'anxiété et donc je vais un choc psychologique et je vais déclarer un accident de travail. Alors là, vous soulevez un point très intéressant. Donc, dans l'esprit commun, l'accident du travail, c'est l'accident qui provoque une rupture, un coup, un accident, bref. Là, vous nous dites que le salarié sort, va utiliser l'argument de l'accident du travail imputant des troubles psychologiques. C'est bien cela? Exactement. C'est une méthode dilatoire. Oui, d'une certaine manière. Oui et non d'ailleurs. Oui et non. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière, ça va avoir des répercussions pour l'employeur. Ah oui. Un employeur qui convoque un salarié à un entretien préalable, derrière, c'est que potentiellement, il y a un licenciement qui va intervenir. Évidemment. Et la problématique est la suivante, c'est que lorsque le salarié va déclarer un accident du travail, eh bien, l'employeur ne peut licencier le salarié que pour deux de fait, soit une faute grave, soit une impossibilité de continuer le contrat de travail pour un motif évidemment différent de l'état de santé du salarié. Ce qui restreint finalement le champ des possibles pour l'employeur et ça peut conduire à des conséquences dramatiques. Amélie, vous nous dites que de plus en plus de situations où un salarié sait qu'il a passé son entretien préalable, donc il va vers le licenciement, va utiliser le trouble psychologique, mais permettez-moi d'insister sur le fait qu'un trouble psychologique n'est pas un accident. Alors, on est vraiment sur la Qu'est-ce que dit le droit? Voilà. Et alors, le droit et la jurisprudence n'a pas tranché finalement cette c'est pas un accident. Problématique. Alors, on a de la jurisprudence qui va reconnaître l'accident suite à un entretien préalable et on a de la jurisprudence qui nous dit le contraire. Mais donc finalement cette question au niveau jurisprudentiel n'est pas tranchée, mais si on prend un exemple par exemple d'un salarié à qui on va reprocher des manquements, on va l'avertir, un rappel à l'ordre, une procédure de licenciement va être mise en place, un entretien, et derrière l'entretien préalable, eh bien, il a des troubles anxio-dépressifs. Ce qui peut être logique, ce qui peut être réel. Exactement, suite finalement à ces échanges avec l'employeur. Eh bien, derrière, on va avoir la déclaration, la reconnaissance de l'accident de travail, et là, on peut se dire... Ça bloque la procédure. Ça bloque, et on peut se dire, mais c'est quand même les conditions normales, finalement, de la vie d'une entreprise. Réellement. Donc l'employeur est bloqué à cet instant. Bloqué, oui et non, puisqu'il a quand même des possibilités, c'est-à-dire que si vraiment les manquements sont d'une telle gravité, ça peut derrière, effectivement... Mais très concrètement, il faut donc une reconnaissance officielle du mot accident du travail. J'imagine que derrière, il y a une incapacité pour aller au travail, donc il y a un arrêt maladie, j'imagine. Tant que l'arrêt maladie n'a pas été purgé, on ne peut rien faire. Alors si, puisqu'en fait, même s'il y a un arrêt, il peut y avoir quand même un entretien préalable qui peut être réalisé. D'accord, on entend aujourd'hui dans votre présence sur ce plateau que finalement ce n'est pas un micro-phénomène, mais que c'est un phénomène très répandu dans des situations de rupture ou de conflit avec un salarié. Effectivement, il faut vraiment que l'employeur ait ça en tête. Pourquoi? Parce que ça a des répercussions sur finalement l'entreprise. D'une part, au niveau, par exemple, le licenciement pourra être déclaré nul par la suite si effectivement c'est pas une faute grave ou c'est pas une possibilité de licencier. Donc, et également un point qui est assez important, c'est au niveau financier, puisque derrière une reconnaissance d'accident du travail signifie qu'il va avoir des indemnités, l'augmentation du cotisation employeur, plutôt AT-MP. Oui. On va avoir pour la salariée évidemment le paiement. C'est un coût pour l'entreprise. C'est un vrai coût pour l'entreprise et il faut vraiment l'avoir en tête. Parce que c'est la CMB qui va calculer le nombre d'accidents du travail à l'année, qui
qui va multiplier par un coefficient. C'est ça, effectivement. Il faut réellement que finalement l'entreprise ait réellement ça en tête pour pouvoir agir et contester, parce qu'ils ont la possibilité de contester l'accident de travail. Donc ils contestent la véracité de l'accident. En émettant des réserves, des observations auprès de la CPM. Des conflits évidemment en perspective, en vue de se séparer ou pas. J'imagine que quoi qu'il arrive, l'entreprise va jusqu'au bout de l'histoire et va se séparer du collaborateur. Alors, ça dépend. Ça dépend, puisque les risques, comme je disais, c'est une nullité, c'est possiblement une réintégration qui sera ordonnée par le juge, des indemnités de réintégration. Et alors, quand on sait que les délais sont un peu longs devant les tribunaux, eh bien, ça, c'est toute une période qui pourra être aussi indemnisée par l'entreprise. Donc, un vrai coût. Et donc, ne pas hésiter, en tant qu'employeur, à mettre en place des mesures pour permettre d'assurer la sécurité, finalement, et la santé de ses salariés. Merci Amélie de nous avoir rendu visite. Amélie Egeldinger, avocate en droit social au cabinet PDGB, sur ce point de droit très, très fin et qui finalement touche beaucoup d'entreprises. Donc il y a beaucoup de vigilance à avoir. Allez consulter un avocat sur ce sujet. C'est un point très sensible, la question de l'accident du travail. On fait une pause. Bah oui, la célèbre pause café, vous la connaissez évidemment, Amélie. Fanny Griesmer vient nous parler de la charge mentale, pas celle que les femmes ou les hommes d'ailleurs subissent dans leur vie quotidienne, non, la charge mentale professionnelle, celle qui vous écrase et qui vous fait perdre parfois un peu les pédales. C'est la pause café, c'est tout de suite. Fanny Griesmer, la pause café, c'est une pause où on a les épaules qui tombent un peu. Oui, bon, on va essayer de relâcher un petit peu la pression, effectivement. C'est la charge mentale, mais attention, pas la charge mentale du quotidien. Souvent, en plus, elle se cumule. On a les deux. On a les deux, mais c'est vrai que vous avez peut-être le sentiment d'être débordé au travail, sursollicité, noyé entre vos mails, vos innombrables réunions. Vous n'êtes pas les seuls. Ça peut peut-être effectivement vous rassurer, mais en tout cas, beaucoup ont cette sensation de trop-plein, l'impression qu'ils ne vont pas s'en sortir, l'esprit pollué par leurs obligations professionnelles. C'est ce qu'on appelle effectivement la charge professionnelle, charge mentale. Une charge qui s'abat aussi bien à distance qu'en présentiel et qui empoisonne notre quotidien, le soir, le week-end, et même lorsque l'on est avec nos proches. Ça renvoie quand même avec la difficulté de pouvoir se déconnecter. Totalement. Alors, lâcher le téléphone. Tout à fait. Alors c'est vrai que la loi française intègre le droit à la déconnexion depuis le 1er janvier 2017. Sur le papier, elle protège l'employé d'une sanction s'il déconnecte et oblige aussi les entreprises de plus de 50 salariés à rédiger à minima une charte pour encadrer ce droit. Dans les faits, encore faut-il que notre cerveau, lui, arrive et accepte de déconnecter. Et c'est pas toujours simple. C'est là tout le problème mis en lumière par l'étude autour de la charge mentale professionnelle menée par l'IFOP et pour le compte de Mooncard, une fintech spécialisée dans les cartes corporate intelligentes. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon représentatif d'un peu plus de 1000 cadres au cours du mois de mai dernier, alors même que le télétravail était la règle. Premier enseignement, 92% des Français pensent au travail après les heures de travail, le soir, parfois même le week-end. Et effectivement, il est difficile de prendre de la distance avec son activité lorsque celle-ci nous encombre la tête. Plus encore, lorsque notre bureau s'est installé à la maison. Et comme en plus avec la technologie, c'est vrai que on peut lire ses emails le soir sur son canapé. On peut aussi consulter un dossier, voire le finir. Il n'y a pas vraiment de coupure, ni spatiale ni temporelle, entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Alors ça, c'est la charge mentale classique, c'est le vase qui déborde, quoi. Totalement. La dernière goutte qui... Travail exigeant, qui demande une concentration, une implication à 100%, voire plus, des délais toujours plus réduits. Il y a parfois ce sentiment de trop-plein. Comme un vase qui déborderait, la journée de travail ne permet pas toujours de faire face aux obligations professionnelles. Alors c'est vrai que quand hier, nous avions beaucoup de mal à faire le vide au moment de rentrer chez soi, il nous arrivait parfois même d'amener un petit peu de devoirs à la maison. Aujourd'hui, on n'hésite plus à jouer les prolongations sur la table de la salle à manger ou sur le canapé. Et dans ce genre de situation, il suffit parfois d'un petit rien pour nous conduire à bout. Parmi les facettes du télétravail qui nous irritent le plus, on retrouve en première position les réunions en visio. Elles sont jugées très pénibles, souvent nombreuses aussi. Devant la gestion des mails, ça nous agace également. Viennent ensuite les obligations de reporting, les nuisances sonores et enfin
les problèmes de connexion Internet. J'ai l'impression que vous nous parlez de l'année de télétravail, là, parce qu'il y a quand même cette question qui a été posée là, avec l'année de télétravail à la maison. Alors, il y a quand même, on l'évoquait tout à l'heure, les femmes, les mamans, qui sont en première ligne sur cette question. De la charge mentale plutôt quotidienne, il y a eu des campagnes d'ailleurs domestiques. Et effectivement, le niveau de pression professionnelle ressenti par les femmes qui ont des enfants à charge est nettement supérieur à celui de leurs homologues masculins, davantage sollicités, notamment par leur progéniture. Elles ont dû redoubler d'efforts pour assumer leurs responsabilités à la fois professionnelles mais aussi familiales, non pas d'une part et d'autre, mais souvent en même temps. Près d'une mère de famille sur 2 affirme avoir souvent l'impression qu'elle ne va pas s'en sortir dans son travail, contre un père de famille sur 3. Donc c'est moins. On a également une différence générationnelle, les 35-50 ans qui sont plus sujets à cette charge mentale, sans doute parce que ce sont ceux qui ont des enfants à charge. Mais l'étude montre aussi que les plus jeunes se sentent dépassés, davantage en tout cas que les seniors, les plus de 50 ans, génération Y et Z, ceux que l'on juge parfois à tort désinvoltes ou assez distants vis-à-vis de leur travail. Ils ont des angoisses. Eh bien, ils ont des angoisses également. Et la première des angoisses, celle de se faire licenciés. Ça concerne près d'un jeune sur 2. La charge mentale, sujet épineux qui n'est pas sans conséquences. Effectivement, l'impression de ne pas s'en sortir, c'est l'un des signaux qui doivent nous et vous alerter. Mais la charge mentale professionnelle peut être aussi à l'origine de troubles du sommeil. 39% des cadres interrogés par l'IFOP et Mooncard font part de difficultés fréquentes à s'abandonner dans les bras de Morphée. Effectivement, quand vous avez quelque chose qui vous trotte dans la tête, à qui ça n'est pas arrivé. Et si les préoccupations professionnelles poursuivent les Français jusque dans leur lit, elles affectent aussi les ébats amoureux. Oui, au sein du couple, 16% d'entre eux reconnaissent penser au travail en faisant l'amour. De quoi créer quelques tensions. Preuve que la charge mentale n'affecte pas et n'empoisonne pas seulement la vie de celui qui l'a subie, mais aussi celle de son entourage. Le tout, c'est de ne pas le dire. Souvent, on a envie de se confier. Enfin, c'est pas très très élégant. Non plus. Vous en conviendrez. Vous en parlez après. Mélanger ces dossiers pendant ce moment intime. Merci Fanny. Merci à vous. Soyez vigilants quand vous sentez les signaux. Mais c'est pas évident. Respirez. C'est un sujet fondamental. Et faites des sas de décompression. On fait une petite pause aussi, on va faire un petit sas de décompression nous aussi. Petite pause et on va s'intéresser à ceux qui finalement ont un cerveau différent du nôtre, qui tournent différemment, qui va plus vite, qui pensent autrement. Ils sont différents et pourtant très utiles au sein de l'entreprise quand l'entreprise choisit de les intégrer et de les embaucher. On va faire le point avec des experts spécialistes de la psychologie, de l'intelligence relationnelle. Qui sont-ils? Comment peut-on les détecter? Et en quoi sont-ils utiles, ces femmes et ces hommes si différents en apparence mais si utiles? On fait le point, c'est notre débat dans le Cercle RH, juste après la pause. La différence en entreprise, nous sommes tous très différents, mais il y a des individus qui ont un cerveau différent des autres, qui fonctionnent plus vite, différemment, et ils sont utiles en entreprise. On va en parler avec mes invités, parce que ce sont des profils atypiques, mais qui ont un peu de mal, il faut le dire, à trouver leur place en entreprise. Ce ne sont pas des personnes handicapées, pas toutes, ce sont des personnes qui pensent différemment. On pense aux autistes Asperger notamment, qui sont les plus médiatisés, mais il y a plein d'autres profils qui, il faut le dire, ont un peu de mal à trouver leur place dans notre société. Flora Thiebaud, merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue clinicienne, cofondatrice d'Auti Consult. Auti Consult, c'est quoi? C'est le préfixe autiste, parce que vous travaillez avec des personnes atteintes de ce syndrome? C'est ça, c'est autisme et consulting. Donc on emploie des personnes qui sont consultantes dans divers domaines des technologies et qui sont tous sur le spectre de l'autisme. Et on les positionne sur des projets en data, en informatique, en test de logiciels chez nos clients. Et ça fonctionne, il faut le dire, il faut dire que ça marche, ça fonctionne. On va en parler avec vous. Flora Thiebaud, merci d'être là. Claire Street, consultante. Décidément, je vous inverse. Flora et Claire. Claire Street, vous êtes consultante en intelligence relationnelle. Votre livre, Ingérable
atypiques. Alors, vous racontez peut-être à travers ce livre, que je n'ai pas lu pour le dire très, très honnêtement, votre propre histoire. Vous êtes dyslexique notamment, entre autres. Oui, entre autres. Donc, je suis consultante. Mon accompagnement se fait sur les neurosciences. Et donc, j'ai intégré toute la partie neurodiversité parce que je fais partie de ces personnes aussi extraordinaires. Vous êtes vous-même je le suis moi-même atypique. Dyslexique, dyscalculique au potentiel, un brin d'ultrasensibilité. Dyscalculique, pour ceux qui nous regardent. Dyscalculique, je confonds les chiffres, les 4 et les 7, les 8 et les 3, les 6 et les 9, les plus et les moins. Tout va bien. Juste d'un mot, et on va en parler avec une ancienne enseignante, chercheuse, mais qui a été enseignante. C'est difficile, l'apprentissage, quand on est dans une structure scolaire classique? Oui, extrêmement difficile. Moi, j'ai été diagnostiquée à 6 ans. J'ai eu beaucoup de chance, ce qui fait que j'ai été de suite, on va dire, prise en main par une orthophoniste pour apprendre ce qu'on appelle les stratégies de contournement, pour réussir, j'allais dire, à traduire en fait en permanence ce que mon cerveau comprenait et ce que l'école attendait. Et vous avez réussi à réconcilier les deux? Avec l'école ou avec mon cerveau? Avec le cerveau et l'école? Le vôtre et l'école? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je suis partie plutôt sur des approches, on va dire, plutôt alternatives en tout ce qui est termes d'éducation. Donc ça veut dire, et on va en parler dans un instant avec Juliette, vous n'avez pas réussi dans la structure scolaire à trouver déjà votre place? Non, pas à l'époque. Pas à l'époque. Merci pour ce témoignage. Juliette Speranza, vous êtes enseignante et auteure. L'échec scolaire n'existe pas, c'est votre livre. Alors vous avez été enseignante, mais vous ne l'êtes plus parce que vous avez un regard très critique sur le modèle éducatif. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce modèle éducatif ? Commençons par le début, puisqu'on va parler de l'entreprise, mais parlons d'abord du modèle éducatif, puisque tout part de là. On fabrique un modèle éducatif qui va ensuite emmener des jeunes dans l'entreprise. Oui, on fabrique des salariés, on fabrique des employés, on fabrique des managers aussi qui effectivement n'ont pas conscience de la nécessité de prendre en compte la neurodiversité. Mais effectivement, ça commence à l'école, ça commence... donc j'ai aussi une implication associative qui me permet aussi, en plus de mes recherches, d'observer tout cela. Et on observe vraiment une forme de classification, même de ségrégation des enfants anormaux dès le plus jeune âge, dès la maternelle. On demande vraiment, pour dire ça dans les grandes lignes, mais on demande vraiment aux enfants de rentrer dans les cases, dans les compétences et de se plier aux méthodes et aux stratégies qui ont été choisies pour la majorité. Donc vous dites quoi? Il n'y a qu'une tête qui dépasse, c'est une sorte de modèle comme ça un peu moyen, mais ceux qui sont différents, dans même des attitudes, parce qu'on voit parfois des attitudes, des manières d'apprendre plus lentes, qui paraissent plus lentes, ceux-là on les met de côté. Et donc ils n'arrivent pas à grandir finalement. Exactement, attitude, rythme, manière d'apprendre, manière de fonctionner, relationnel aussi, ils peuvent aussi être discriminés pour leurs compétences relationnelles. Et effectivement, c'est des enfants qui perdent confiance en eux. Et moi, je pense que les invités ici seront d'accord avec moi, plus ces enfants, en fait, ce qui importe vraiment, c'est qu'ils aient confiance en eux et qu'ils aient le goût d'apprendre. Après, une fois qu'on est sorti de l'école, les jeunes adultes peuvent faire des choses extraordinaires s'ils ont gardé la confiance en eux. Ça vient des enseignants, ça vient des parents. Ça vient de tout le cadre. De l'environnement. Vous, votre histoire personnelle, vous avez été confrontée en tant qu'enseignante à ce type de profil. Comment on s'implique, comment on s'intègre, jusqu'à en parler sur un plateau de télévision, dans ce sujet? Vous avez été confrontée à ce problème? Alors déjà, il y a effectivement le fait que chaque enseignant y est confronté, en est conscient, parce qu'il se retrouve avec une classe donc, de 25-30 élèves et qui doit composer avec la diversité de ces profils à laquelle on ne l'a absolument pas initié, absolument pas formé, sont absolument pas formés. Et moi, ce qui m'a vraiment fait sortir de là, c'était plus sortir de l'éducation nationale, c'était plus un problème de culture, parce que non seulement on n'a pas les moyens, les outils pour prendre en compte cette diversité, mais pour l'instant, la culture scolaire est encore très peu ouverte à cette neurodiversité. Et je crois c'est à la diversité tout court, mais vraiment à la diversité cognitive. Et je crois qu'il faut vraiment travailler là-dessus à l'école. Je vais donner la parole à Flora, parce que cette question de l'autisme, elle est posée au sein de l'école. Il y a eu un travail de fait, des choses ont été faites avec des encadrants qui viennent évidemment accompagner un enfant autiste. C'est assez compliqué pour les familles, mais ça existe. Mais ce système exclut. Vous dites quoi? Vous dites que ce système devrait plutôt intégrer, faire grandir et que chacun trouve sa place? C'est ça l'idée? Oui, alors là, je pense que beaucoup de spécialistes s'accordent sur le fait qu'en fait, on est dans un système qui va
a posteriori, après avoir constaté qu'un élève ne rentrait pas dans les clous, essayer de réparer un petit peu, essayer de bricoler quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est trop tard, et puis c'est vraiment ces quelques heures d'AESH par-ci par-là, AESH qui ne sont pas forcément valorisés dans leur travail, qui ne sont pas forcément bien formés, et alors qu'en fait, il faudrait construire une école qui soit capable, a priori, d'accueillir cette diversité. Mais OTI Consult, c'est intéressant parce que ce sujet-là, on n'en est pas déconnecté. Vous êtes totalement impliqué pour des raisons personnelles. Qu'est-ce qui vous amène, vous, à créer OTI Consult? Quel parcours vous faites vous-même, être confronté à titre personnel à cette question de l'autisme? Dans mon parcours d'études de psychologie clinique, je me suis toujours intéressée à ce qu'il y avait justement d'incroyable à explorer, à découvrir chez les personnes qui ont un diagnostic. D'abord en psychiatrie de l'adulte, puis en réanimation neurochirurgicale avec les personnes cérébro-lésées, puis j'ai fait un master en neurosciences cognitives et là, j'ai voulu explorer l'aspect positif des compétences cognitives des personnes qui ont un diagnostic d'autisme plutôt que l'aspect déficitaire. Enfin, j'allais dire social et économique. C'est-à-dire, vous dites, en ouvrant cette porte, en ouvrant la porte de ces personnes, souvent on la laisse fermer, on l'ouvre, on va voir, et on chemine avec eux, et on peut fabriquer des choses, on peut faire une entreprise. C'est ça, mais surtout, déjà, un peu creuser là-dessus. Hein. On commence à peine, je sais que vous avez toutes les deux aussi exploré ça, à de plus en plus aller chercher les forces. Qu'est-ce qui réunit toutes les personnes qui ont un diagnostic, enfin finalement un label que normalement on leur a posé pour les aider à... on les appelle comment? C'est quoi la marque? On pose un label parce qu'il y a une personne en souffrance et c'est pour l'aider d'une manière plus adaptée. Mais ces labels-là, au niveau cognitif, sont aussi accompagnés de forces qui sont typiquement dyslexiques, typiquement autistiques. Et ces forces-là, on les a assez peu explorées, on les a très peu mises en valeur. Et dans l'éducation supérieure, le label, c'est ou neuroatypique. dans l'entreprise. On les appelle les neuroatypiques. Est-ce que c'est le mot générique? C'est le chapeau. Oui, c'est le chapeau. C'est le chapeau de multitude de diagnostics et d'évaluations cognitives. On vient de faire un diagnostic avec des femmes très impliquées sur ce sujet, dans l'associatif, dans le conseil que vous apportez, dans votre entreprise. Vous en avez pris conscience. Comment on fait, Claire, pour faire passer le pas? On l'a entendu, les enseignants ne sont pas formés, on ne sait pas trop quoi faire de ces gosses, on ne sait pas trop comment les gérer, comment leur parler. Comment on fait pour dire à un manager, comment on fait pour dire à un recruteur, puisque c'est notre émission, allez-y, tentez cette aventure avec ces femmes et ces hommes, et vous serez heureux de les avoir intégrés. Eh ben, on démystifie. Moi, je commence par démystifier et par faire comprendre qu'effectivement, nous avons des profils qui sont atypiques et complémentaires avec les autres. Alors ça c'est ma méthode, je vais à fond dans tout ce qui va être, j'allais dire, cliché. Voilà, on va pas se mettre à baver dans un coin, on va pas avoir telle autre difficulté. Par contre, il y a une réalité sur la lumière, sur les bruits, sur... Une hypersensibilité. Voilà, une hypersensibilité, des relations humaines, on en a parlé, Juliette l'évoquait, voilà, en société, des fois on a du mal à être avec plein de gens, plein de bruit, donc je parle, nous expliquons. Ce que fait OTI Consult aussi, c'est ça, c'est acculturer en fait vraiment sur la neurodiversité et puis dire en fait, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Il y a tout à gagner à rencontrer quelqu'un de différent qui va venir se challenger à sortir de sa zone de confort et qui va obliger à s'adapter et à penser autrement. Et on voit de très très beaux résultats en entreprise. En entreprise, ça donne quoi? Parce qu'il y a aussi, j'ai lu dans un article en préparant l'émission, qu'il y avait ce côté un peu la charité, puis l'entreprise, dans un premier temps, fait un peu, fait un effort, puis elle s'aperçoit en fait que, au-delà de ça, il y a un apport énorme dans l'entreprise. On a fait des émissions sur le handicap, on s'aperçoit que cette rencontre entre le valide et la personne handicapée, ça crée quelque chose aussi, non? Ça crée des rencontres. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est ce que Claire disait tout à l'heure, c'est la complémentarité des profils, et puis à partir du moment, mais là c'est des réflexions sur le management qui sont globales, à partir du moment où les gens sont bien, effectivement, et où les gens se respectent entre eux, se comprennent, effectivement, on a des résultats incroyables, c'est évident. Vos clients, ils disent quoi? Enfin, je veux dire, d'abord, il y a de la pédagogie de la chef d'entreprise que vous êtes, parce que vous êtes un médecin, une clinicienne, mais vous portez aussi une entreprise. Vous disent quoi, les clients? Vous les prévenez, vous les prenez un peu par la main pour leur dire, attention, les personnes qui vont venir travailler sur la data sont un petit peu différentes. Comment ça se passe? Évidemment, déjà, on s'appelle OTI Consult, donc voilà. En effet, c'est assez transparent. Nous, ce qu'on valorise, c'est le vecteur d'innovation. Au même titre que toute diversité, d'ailleurs, il y a eu énormément de recherches sociales qui ont prouvé la valeur de la diversité au sein d'une équipe. La neurodiversité, ça commence aussi, il y a de plus en plus d'études qui montrent cette valeur-là. Pour moi, la valeur ajoutée de la neurodiversité,
c'est l'extrême exemple de la valeur ajoutée de la diversité, parce que ce sont des personnes qui sont complètement incapables, a priori, chacun à leur façon, de rentrer dans un moule. A priori. Donc, or, on cherche toujours des idées out of the box. Donc, pourquoi toujours employer et finalement recruter des clones, entre guillemets, ce qui sont les biais cognitifs qu'on a tendance à faire dans le recrutement. Donc, on valorise ce vecteur d'innovation-là. C'est les retours qu'on a de nos clients. On a aussi des retours, en effet, sur le sentiment d'appartenance, la valorisation auprès des collègues, parce qu'on fait appel en effet à leur bienveillance, ça fait du bien en entreprise déjà, mais en plus, faut savoir qu'il y a une personne sur 100 dans le monde est autiste. On n'est pas trop sûr, mais si on inclut toute la neurodiversité, on est sur une quinzaine de pourcents dans le monde. Donc, en général, lorsqu'on parle franchement de la valeur ajoutée de ces profils-là, au sein d'une équipe de 10 personnes, il y en a au moins la moitié qui est concernée de près ou de loin. Oui, parce et qui qu'ils ont va eu un dire proche, merci, c'est vrai. Je suis fière de mon entreprise, voilà, mon neveu, mon conjoint. Voilà. Oui, il y a une manière de fierté aussi de pouvoir accompagner. Sur le fond et sur le plan technique, parce qu'une fois qu'on a fait le diagnostic, quand on regarde les chiffres, aux États-Unis, par exemple, il y a 84% de ces profils neuroatypiques qui ne trouvent pas leur place dans la société. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit que c'était utile pour j'allais dire les normaux, mais c'est un mot impropre, mais utile pour la personne qui va s'intégrer dans l'entreprise, on s'aperçoit qu'il y a 84% de ces neuroatypiques qui ne trouvent pas leur place. Donc le système élimine dès l'école et n'arrive pas à intégrer. Ça ne marche pas très bien aujourd'hui, au-delà du travail que vous menez, qui est un travail assez incroyable. D'ailleurs, j'ai lu que vous veniez toutes de Toulouse, toutes les trois. Non, pas moi du tout. Non, pas du tout. Non, il n'y a que moi. Il n'y a que vous, d'accord, c'est une bêtise. Je pensais qu'il y avait un bassin autour de Toulouse. En revanche, c'est en effet la ville qu'on a choisie pour ouvrir notre deuxième bureau chez Consul. C'est ça. J'y suis souvent. Voilà. Mais, je viens pas concrètement, comment on fait pour avancer? Est-ce qu'il faut une politique de quotas pour rentrer dans des choses un peu politiques? Parce que j'imagine que vous allez solliciter des hommes politiques, des élus, des députés, à qui vous expliquez ce que vous êtes en train de faire ici sur ce plateau. Ils vous disent quoi? Ça rentre dans les 6% de personnes handicapées dans les entreprises. Comment ça se passe? Je vous vois lever les yeux. Ça vous agace un peu ce type de... Oui, parce qu'effectivement, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, cette notion de charité, cette notion de handicap. À aucun moment on se considère handicapé. C'est ça on n'a pas tous une RQTH. Et effectivement, il y a... RQTH, juste pour... Oui, pardon, c'est la reconnaissance travailleur handicap au niveau, au niveau société. En fait, l'étiquette même de personne handicapée rebute à vouloir avancer. Donc dès l'école, quand on nous explique qu'on n'est pas normaux, qu'on n'ira nulle part, qu'on est ingérable, qu'on n'arrivera pas à se conformer, à rentrer dans une boîte, forcément ça n'aide pas. Et les familles ont peur, les familles sont en souffrance, elles ont une souffrance de communication avec l'école. Quand il faut trouver un stage, c'est encore plus compliqué. On est encore beaucoup sur un savoir, sur des connaissances très codifiées, sur un type d'intelligence. C'est pour ça qu'on va parler d'intelligence multiple, d'intelligence atypique, sur lesquelles on va s'ouvrir. La dyslexie est une forme d'intelligence, l'autisme est une forme d'intelligence. Et réussir à aller acculturer là-dessus, on y va ensemble, quoi. La dyslexie, c'est une forme d'intelligence, mais handicapante malgré tout. C'est compliqué. Un manager qui vous dit écoutez, il faut me rédiger rapidement ce courrier pour qu'il parte le plus vite possible. Comment ça se passe d'un point de vue concret? Ça dépend en fait du stade de dyslexie de la personne et de comment elle se sent. Moi, je sais que j'ai absolument plus aucun souci pour rédiger. Enfin, j'écris même des livres, donc il n'y a absolument plus aucun souci pour rédiger. Voilà. C'est en fonction, c'est ce que disait Juliette tout à l'heure, c'est la confiance en soi. Mais son environnement. Excusez-moi, et juste par Juliette, il faut quand même rappeler que non, pour essayer de savoir comment on organise. La société organise une réflexion autour de l'intégration. Est-ce qu'il y a des quotas? Est-ce qu'on oblige? C'est un vrai débat. La reconnaissance, forcément, font partie de ces quotas-là. Après, la notion de handicap, en général, pour la population globale, ne doit pas être quelque chose de discriminant de toute façon. Ensuite, je pense que vraiment, ça peut paraître fumeux, mais vraiment, le travail de sensibilisation est essentiel parce qu'on se retrouve, quand on va en face de politique, quand on va en face de hauts fonctionnaires, ils ne comprennent pas ce concept de neurodiversité pour la plupart. Donc déjà, on comprend. Expliquez ce que c'est déjà. Et on explique ensuite que c'est un enjeu d'égalité sociale, que si on va faire un tour du côté de Pôle emploi, on va se rendre compte qu'il y a, au lieu de personnes qu'on va considérer comme fainéantes, excusez-moi le terme, mais il y a plein de gens atypiques qui n'arrivent pas à trouver leur place et qui pourraient trouver leur place avec des aménagements, avec des entretiens qui prennent en compte leur sensibilité. Très important, l'entretien. Le premier contact. Je disais qu'un matching aussi entre les compétences et ce qui va être attendu dans un boulot. Personne autiste qui ne regarde pas le recruteur dans les yeux. Ah oui. Et si on ne lui explique pas qu'elle ne peut pas le faire,
le recruteur pense qu'il n'y a pas d'interaction. On est d'accord avec ça. Donc la C'est terrible. sensibilisation, la formation, l'information est capitale en entreprise comme à l'école, comme partout. La formation, encore mieux, évidemment. Le plus détaillé, le plus poussé, c'est le mieux c'est. Mais après, au-delà de ça, on a un peu tendance à aussi créer des emplois un peu normopathes. Or, on se rend compte, même au sein d'une équipe, disons, où il n'y a personne qui a un diagnostic, où les gens le cachent. C'est vrai, on a c'est tous vrai. des forces et des difficultés. On le met sous le tapis. Et on est souvent très complémentaires avec nos collègues. Or, nous, on travaille majoritairement avec des gens qui ont des besoins assez extrêmes à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des pics de compétences extrêmes et des pics d'incompétences extrêmes. Et finalement... Et vous travaillez là-dessus, d'ailleurs. Il faut se concentrer sur les pics d'incompétences. Il faut absolument que notre société se concentre aussi sur les pics de compétences et mettre la bonne personne à la bonne place. Claire, avant de nous quitter, c'est ce que je voulais vous demander. Dans vos différences que vous avez nommées, puisqu'il y a quand même des éléments qui correspondent à vos différences, qu'est-ce que vous avez de différent et qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Quelles sont vos valeurs ajoutées? C'est ça, c'est très important. Puisqu'on est sur cette question-là, au lieu d'appuyer sur ce que la personne ne peut pas faire, regarder dans les yeux, sur quoi vous êtes différente et que vous apportez un plus? J'allais dire une autre façon de voir le monde. Ben oui. Cette idée d'être out of the box, faire des liens là où les autres n'en font pas, ressentir des choses que les autres ne ressentent pas. Beaucoup observer, je remarque. Beaucoup d'observation, une grande créativité et puis une empathie impressionnante. C'est-à-dire votre capacité, par votre sensibilité aussi, et que vous utilisez comme une arme et non plus comme quelque chose qui vous pèse. Exactement. J'imagine. Exactement. Tout à fait. Vous dites quoi aujourd'hui aux recruteurs, chacune à tour de rôle dans vos domaines respectifs? C'est vous qui recrutez en direct, j'imagine? Comment ça se passe? C'est vous qui faites l'entretien d'embauche? Et bien justement, tout notre process, puisque c'est l'entretien d'embauche qui est le plus discriminant pour le coup envers les personnes autistes, il n'y a pas d'entretien d'embauche, mais en effet, c'est nous qui recrutons. En revanche, on doit quand même convaincre nos clients de travailler avec cet individu-là. Vous voyez que ça revient à ma question de tout à l'heure. On est extrêmement transparent déjà. On construit tout, on va préparer toutes les choses entre un coach, un binôme, un coach et le consultant. Ils se connaissent bien, ils travaillent en binôme, le consultant participe à tout, il sait exactement tout ce qu'on va dire au client et on est transparent. Là-dessus, c'est là où il va pouvoir aider votre équipe. Là-dessus, il est extrêmement rapide, elle est extrêmement sensible. Parce que vous avez un diagnostic très précis de ses qualités. Ouais, bien sûr. Et là, attention, sur ce point-là, il ne saura pas. Et ils sont préparés. La machine à café, ça va l'ennuyer. En revanche, sur la data, vous verrez, il sera le meilleur. Et effectivement, bien sûr. Elle ne va pas être à l'aise, elle va être fatigable socialement, mais il y a une appétence sociale. Donc, c'est pas pour ça qu'il ne faut jamais lui proposer d'aller déjeuner. Bien sûr. Mais il ne faut pas se vexer si elle refuse. Ça va dans ce type de détails. Donc il y a un vrai travail de préparation aussi sur le mesure. Un petit mot avant de nous quitter. Là, vous rêvez de quoi concrètement dans vos revendications? Parce que votre livre, c'est un livre choc. L'échec scolaire n'existe pas. Qu'est-ce que vous souhaitez là, dans les années à venir? Je souhaite que ce type de discrimination, comme tous les autres évidemment, mais n'existe plus. Et puis qu'on comprenne évidemment que c'est un enjeu, je le répète, d'égalité. Voilà, tout le monde a le droit de travailler, de s'épanouir et de trouver sa place. Et puis effectivement, les compétences sont aussi contextuelles. Il faut que tout le monde le comprenne, que si on met les gens dans un environnement qui leur est favorable, qui n'est pas ils prennent confiance et ils grandissent. Ils prennent confiance, ils grandissent, ils trouvent leur place. Et voilà, donc et ils avancent. Je pense qu'on a tout intérêt, effectivement, éthiquement et économiquement, à prendre en compte cette diversité. Votre livre, une nouvelle chance pour votre enfant, chez Albin Michel, et puis le livre de Claire Stride, voilà, qui écrit des livres, et je vous félicite. Ingérable ou atypique, c'est pas mais ou atypique. Vous n'avez pas osé me reprendre, mais c'est chez Desclés de Brouwer, c'est votre livre. Et puis Flora Thiebaud, psychologue clinicienne, avec tout ce parcours que vous avez mené pour créer cette entreprise Auti Consult, qui vient d'ouvrir un bureau à Toulouse. C'est ça, il y a un peu plus d'un an. Vous voyez qu'on ne s'était pas trop trompé sur le bassin géographique. C'était un plaisir, mesdames, continuez votre combat. J'espère que les recruteurs vous ont entendu, puis c'est aussi beaucoup de pédagogie, je pense, à faire pour rencontrer les recruteurs. Vous viendrez nous reparler de votre travail très régulièrement, c'est un sujet important. On termine notre émission, ces fenêtres sur l'emploi, sujet recrutement, d'ailleurs qui n'est pas très éloigné de notre sujet. Comment faire matcher l'offre et la demande? C'est une question un peu basique. Vous allez le voir, on en parle avec le créateur d'une entreprise qui a réfléchi à ce sujet, ces fenêtres sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi avec Antoine Val de la société Renovo. Rinnovo. C'est un mot italien qui signifie renouveau, renouvellement. L'idée, c'est d'aller vers l'avant. Aller de l'avant, je l'évoquais tout à l'heure dans le débat pour lancer notre... Je l'ai entendu, très intéressant. Débat intéressant.
l'offre, la demande, faire matcher l'offre et la demande. Racontez-moi comment est née votre entreprise et quel est votre projet finalement? Aujourd'hui, vous savez, il y a 8 salariés sur 10 qui souhaitent changer d'emploi. Parallèlement, 8 entreprises sur 10 n'arrivent pas à recruter. Eh bien, le principe, mon objectif avec le cabinet de recrutement que j'ai fondé, Renovo, est d'être le point de rencontre entre les salariés qui cherchent un travail et les entreprises qui cherchent à recruter. Alors, je dirais, ça c'est empirique, c'est assez logique que l'offre et la demande se rencontrent. Et c'est vrai qu'elles se croisent souvent, l'offre et la demande. Comment vous faites pour justement que ça matche, pour utiliser ce mot matching, pour que véritablement la personne qui cherche trouve, et celui qui cherche, ce qui est beaucoup le cas en ce moment, arrive à trouver un salarié? Comment on fait concrètement? Eh bien, c'est une excellente question. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur les compétences techniques, mais aussi sur la personnalité. La personnalité de celui qui recrute et la personnalité aussi de celui qui est recruté. Les deux personnalités. Exactement. Parce que ça doit matcher aussi dans la manière dont on se regarde, dont on se parle. Forcément, quand on travaille ensemble, c'est extrêmement important, évidemment, d'avoir des compétences, mais aussi des personnalités qui se marient. Alors, Antoine, votre outil, c'est quoi? C'est de la tech? C'est un travail d'entretien extrêmement ciblé? Comment vous faites? Vous avez raison. La technologie est un outil extrêmement important, mais il ne faut pas en être esclave. Grâce au ciel, aujourd'hui, on peut de nouveau rencontrer les gens. Eh bien, c'est en rencontrant les gens qu'on peut se faire une opinion sur eux, en accordant de l'importance à la relation qu'on crée avec eux. On sait qui ils sont, quelle est leur personnalité, et on peut ainsi bien les orienter, bien les conseiller. C'est un vrai phénomène de société, le fait qu'aujourd'hui, depuis quelques semaines, d'ailleurs depuis ce moment où la reprise a commencé, on entend ici sur ce plateau des chefs d'entreprise qui disent je ne trouve pas de salariés qui correspondent. Quel est le problème selon vous, vous qui êtes recruteur? C'est parce que les exigences sont trop importantes du côté de l'entreprise, parce que les compétences n'existent pas côté personnes qui cherchent un emploi? C'est un très bon point. Si on met des chiffres, on sait qu'il y a aujourd'hui 3 millions d'embauches qui sont prévues et 45% des entreprises affirment avoir des difficultés pour recruter. J'observe que ce n'est pas un phénomène nouveau, puisqu'une enquête menée par BPI France Le Lab en 2019 et par Thomas Bastin en particulier en 2019 avait montré que 85% des entreprises avaient des difficultés pour recruter, oui, et que 60% d'entre elles avaient des difficultés pour identifier ce qu'on appelle des talents, des individualités qui vont leur permettre de franchir un cap. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, puisque, on l'a dit, une étude du cabinet Hayes indique que 8 candidats sur 10, 8 salariés sur 10 souhaitent changer de travail. Eh bien, forcément, il y a beaucoup d'offres, beaucoup de demandes, et tout l'enjeu est de faire en sorte qu'elles se marient, cette offre et cette demande. Les secteurs dans lesquels vous intervenez, votre société que vous avez créée, Renovo, c'est quoi les secteurs dans lesquels vous êtes leader? Tous les secteurs? Merci de m'interroger à ce sujet. J'interviens dans tous les domaines, notamment celui du droit, mais j'interviens dans d'autres domaines, celui de l'industrie, celui de la communication, celui des ressources humaines, par exemple. Avant de nous quitter, sans revenir toujours sur cette thématique, c'est quand même assez troublant. Il y a 3 secteurs d'activité aujourd'hui qui sont en difficulté, ou en tout cas il y a une pénurie d'emplois. J'ai vu qu'il y avait la construction, il y avait l'aide à la personne, la restauration qui s'est plaint de ne pas trouver les serveurs, les cuisiniers. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est lié finalement aux difficultés du métier? Est-ce que c'est lié au niveau de salaire? Est-ce qu'il faut réajuster tout cela? Ou est-ce que c'est lié aussi à une sociologie, je dirais, du salarié qui depuis le Covid, a un peu changé son état d'esprit? Oui, c'est en effet un excellent point. Aujourd'hui, les entreprises ont des difficultés pour recruter. Je dirais, vous savez, que quand on rencontre un bon candidat, il ne faut pas tergiverser et le recruter immédiatement. C'est comme quand on veut acheter une maison. Quand on voit une belle maison, on a envie de l'acheter, puis on hésite à le faire, on se dit que ce n'est pas forcément le bon moment, on veut se donner le choix, et puis finalement la maison n'est pas disponible. Eh bien c'est pareil pour le candidat. Quand vous trouvez un bon candidat, il faut le recruter, parce que sinon d'autres le feront. Antoine Val, merci d'être venu sur notre plateau. C'était un plaisir de vous accueillir. Créé en quelle année, Renovo? 2019. 2019, donc jeune entreprise. D'ailleurs, votre parcours avant, vous faisiez quoi avant de... J'ai été salarié pendant 20 ans et j'ai le goût du risque et l'esprit d'entreprise. C'est la raison pour laquelle j'ai fondé ma propre entreprise, un cabinet de recrutement dédié aux entreprises en croissance. En croissance. Donc c'est toujours intéressant d'accueillir de jeunes entrepreneurs qui se lancent. Vous savez qu'on fait sur la chaîne des audacieux. Vous faites partie justement, Antoine, donc de ces audacieux qui ont créé leur entreprise 2019, Renovo, cabinet de recrutement en destination des entreprises à forte croissance. Merci d'être venu sur notre Merci pour votre invitation. Plateau. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à toute l'équipe, merci à vous qui nous regardez. Merci pour votre fidélité et bien sûr toutes vos réactions que l'on lit. Merci à Fanny Griesmer, merci à Pauline Gratel, Romain Luc à la réalisation, merci à Alex au son et merci à Louison, bien entendu, pour l'accueil invité. Je serai là demain pour une nouvelle émission en direct. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.